Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ton chapitre de physique-chimie de la classe de seconde sur l'émission et la perception d'un son. On va commencer par voir comment un son est émis et propagé, puis on verra dans un second temps le cas particulier d'un signal sonore périodique, et enfin on terminera par voir comment nous percevons les sons. Mais avant qu'on attaque, n'oublie pas de t'abonner si jamais tu es au lycée et que tu souhaites avoir accès à du contenu de qualité pour t'aider à avoir d'excellentes notes en physique et en chimie. Tout autour de nous, les sons sont émis par des objets qui vibrent, et en général, très rapidement. Prends par exemple une corde que tu tends aux deux extrémités. Si tu tapes dessus, elle va se mettre à vibrer et tu peux entendre un son. De la même manière, si tu frappes sur un diapason, il va vibrer très faiblement et émettre un son. Tu peux aussi voir le vent qui fait vibrer les feuilles des arbres, et c'est ça qui crée le bruit que tu entends. Alors en fait, le souci, c'est que si on en reste là, les sons émis sont assez peu intenses. C'est-à-dire que tu vas les entendre, mais vraiment pas fort. Pour résoudre ce problème, on utilise des caisses de résonance, qui servent à amplifier le son émis par un objet qui vibre. Prends par exemple une guitare. Les cordes que tu grattes émettent le son, et la caisse de résonance amplifie le son. En réalité, dans la nature, beaucoup d'animaux possèdent des caisses de résonance naturelles. C'est d'ailleurs notre cas, puisque nos cavités buccales et nasales ont ce rôle et servent à amplifier le son émis par la vibration de nos cordes vocales. Si tu reprends l'exemple de la guitare, tes cordes vocales, ce sont les cordes, et tes cavités buccales et nasales, c'est la caisse de résonance. Une fois qu'on a créé et amplifié notre son, on va chercher à le propager jusqu'à notre oreille. Pour faire ça, on ne va pas déplacer de la matière ni des objets, le son se déplacera par le déplacement d'une perturbation de proche en proche, et il faut pour ça un milieu matériel. Alors j'ai conscience que si tu vois ça pour la première fois, ça peut être un peu difficile de comprendre cette phrase, mais on va voir ça dans le détail. Pour le moment, retiens juste que propager un son, ce n'est pas comme passer un ballon à un pote par exemple. La matière n'aura globalement pas changé d'emplacement après la propagation du son. En réalité, tu le sais probablement déjà, dans l'air, il y a des milliards de molécules. Et ce qui se passe quand le son se propage, c'est que ces molécules vont vibrer. Et lorsqu'une molécule va vibrer, elle va faire vibrer les molécules qui sont autour d'elle. Et ainsi de suite. On va propager la perturbation de proche en proche. Ainsi, la propagation part de la bouche de l'interlocuteur, ça c'est l'émission du son, et arrive jusqu'à ton oreille. La dernière molécule qui vient à vibrer proche de ton oreille. Cette molécule fait elle-même vibrer ton tympan, et ça c'est la perception du son par ton oreille. On a propagé un son de proche en proche. Mais ça a une implication importante. C'est que sans un milieu pour se propager, le son, il se propage pas. Du coup, le son ne peut pas se propager dans le vide. Autour de nous, notamment, le son se propage dans l'air. Mais dans l'espace, le son, il peut pas se propager. C'est d'ailleurs pour ça que si on rendait les films de science-fiction réalistes, ils seraient vraiment pas spectaculaires. Imagine Star Wars réaliste, il y aurait aucun son. Ce serait une bataille spatiale totalement silencieuse. Bon ok, il y aurait pas que ça comme problème, mais ça serait un des problèmes. Donc on l'a dit, le son se propage de proche en proche. Et même si sa vitesse de propagation, elle dépend de multiples paramètres, on peut dire que sa vitesse, elle est quand même assez importante. L'ordre de grandeur que tu peux retenir, c'est que dans l'air, à 15 degrés, donc on va dire à une température plus ou moins ambiante, sa vitesse de propagation, c'est 340 mètres par seconde. Mais comme tu le vois sur le tableau que je t'affiche à l'écran, finalement la vitesse du son, elle peut varier vraiment de manière importante. Par exemple, dans l'eau, elle est déjà pratiquement 5 fois plus importante, environ 1500 mètres par seconde. Et dans l'acier, c'est encore plus important, environ 5600 mètres par seconde. Bref, pour connaître la vitesse de propagation du son, il faut connaître le milieu de propagation et quelques paramètres clés. La température et parfois la pression. Les exercices les plus basiques qu'on pourra te demander dans ce chapitre, ça sera de calculer la vitesse d'un son. Pour ça, on te donnera un énoncé plus ou moins compliqué, et dans cet énoncé, tu auras une distance, donnée de manière plus ou moins explicite, entre une source et un récepteur, et la durée qu'aura mis ce son pour parcourir cette distance. Pour réaliser ce problème, il faudra te rappeler de la formule de ton cours. La vitesse est égale à une distance sur une durée. On repère ou on calcule ou on déduit au préalable la durée et la distance. Donc ici, la distance est 910 mètres et la durée 2,7 secondes. Et enfin, on fait l'application numérique. Donc ici, la vitesse du son, c'est 337 mètres par seconde. Et comme toujours en physique, pour avoir le maximum de points, il faudra penser à écrire le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs et en écriture scientifique. Ici, puisqu'on nous donnait la durée avec seulement 2 chiffres significatifs, on devra donner le résultat avec seulement 2 chiffres significatifs. Donc la bonne réponse, c'était 3,4 fois 10 puissance 2 mètres par seconde. Bravo si tu l'avais vu avant que je te l'affiche à l'écran. Dans le deuxième chapitre de ce cours, on va s'intéresser aux signaux sonores périodiques. Le plus typique d'entre eux, c'est le signal sinusoïdal. Alors pourquoi ce nom barbare ? Tout simplement parce qu'il est basé sur la fonction mathématique sinus. Mais retiens qu'un signal sinusoïdal, ce n'est qu'un cas particulier d'un signal sonore périodique. Donc revenons à nos signaux sonores périodiques. Un signal sonore périodique, c'est un signal qui a un motif élémentaire qui va se reproduire à intervalles de temps réguliers.
Ici, tu le vois, notre motif élémentaire, il va se reproduire à intervalles de temps réguliers. Et puisque notre motif élémentaire ici, il est basé sur la fonction mathématique sinus, on dit que c'est un signal sinusoïdal. Mais en réalité, des signaux sonores périodiques, on en a une infinité d'autres. On peut en faire autant qu'on veut. On a par exemple ici un signal sonore périodique basé sur une fonction triangulaire. Le motif élémentaire, c'est un triangle. Mais on peut en avoir des beaucoup plus compliqués. Le plus important, c'est qu'on ait un motif élémentaire qui se reproduise à intervalles de temps réguliers. Dès que tu repères ça, c'est gagné, t'as un signal sonore périodique. Et pourquoi est-ce qu'on t'embête autant avec les signaux sonores périodiques ? Tout simplement parce que dès lors qu'il y a des motifs qui se répètent dans le temps, on peut définir une période temporelle. Ça va être la durée du motif le plus court qui se répète identique à lui-même. Autrement dit, la durée qu'il faut pour que le motif élémentaire se répète. Ça, c'est ce qu'on appelle la période temporelle, on le note grand T, et on l'exprime en secondes. Parfois, cette période temporelle, elle sera plutôt exprimée dans des sous-multiples de la seconde, comme la milliseconde. Dans ce cas-là, il faudra très souvent faire des conversions pour l'avoir en secondes. C'est pour ça que c'est important que tu saches manipuler les multiples et les sous-multiples des puissances de 10. Je te renvoie vers tout un tas d'autres vidéos si jamais tu souhaites manipuler ça. Si tu as un graphique comme celui que tu as à l'écran, en général, on ne va pas estimer la période temporelle comme ça, en mesurant une période temporelle sur un unique motif. Ça serait source d'une grande incertitude. Imagine que ta période temporelle, tu la mesures un petit peu trop grande ou un petit peu trop petite, finalement, t'as déjà un grand écart sur ton résultat. On peut faire beaucoup mieux. Pour diminuer les incertitudes, on va estimer la période sur une plage plus large contenant plusieurs périodes. Dans les faits, on va en prendre autant que possible, mais bon, déjà si on en a 10, c'est déjà vraiment pas mal. Par exemple, ici à l'écran, on mesure la période temporelle sur 10 motifs élémentaires. On aura donc 10 fois la période temporelle, 10 fois t. Admettons qu'on trouve 10 secondes, et dans ce cas-là, on sait que la période temporelle, grand T, c'est 10 secondes divisé par 10, donc 1 seconde. Et on aura vraiment amélioré notre précision sur le résultat. La deuxième grandeur que tu dois connaître, c'est la fréquence, et elle découle directement de la période temporelle. Puisque la fréquence, on la calcule à partir de la période temporelle, et c'est 1 sur t, l'inverse de la période temporelle. Ça correspond au nombre de répétitions du motif chaque seconde. Si la période temporelle est exprimée en secondes, la fréquence est, elle, exprimée en hertz. Alors dans le système international, des hertz, ça correspond à des secondes moins 1. Mais bon, en physique, puisqu'on aime bien rendre hommage et rajouter des unités pour complexifier un peu les choses, on appelle ça des hertz. Donc si on récapitule les étapes, première étape, on mesure d'abord la période t, à partir d'un graphique par exemple, et deuxième étape, on calcule la fréquence f à partir de la formule que tu as à l'écran. Sachant qu'ici, il ne faudra pas oublier de convertir ta période t en secondes, si jamais elle n'était pas en secondes dans la première étape. Et enfin, dans le dernier chapitre de ton cours, on va s'intéresser à la perception d'un son, c'est-à-dire la manière dont ton oreille perçoit les sons qui t'entourent. Pour ça, on va commencer par introduire deux nouveaux termes dans ton vocabulaire. La hauteur et le timbre d'un son. La hauteur, c'est en quelque sorte une nouvelle manière d'appeler la fréquence d'un son. Et le timbre, c'est en revanche les spécificités qui font que tu vas entendre deux sons de même hauteur de façon différente. Prends par exemple un La à 440 Hz joué par deux instruments différents, un violon et un piano admettons. Ça a la même hauteur. Mais toi, avec tes oreilles, tu n'entends pas le même son. Tu n'as pas la même perception. Ça a des timbres différents. On l'a dit un petit peu avant dans la deuxième partie, les signaux sonores périodiques, ils ont une fréquence. Et l'oreille humaine, elle n'entend pas toutes les fréquences. Elle a ce qu'on appelle un domaine de fréquence audible. Ce domaine, il va grosso modo de 20 Hz à 20 kHz. En dessous, pour des fréquences plus basses, on va avoir ce qu'on appelle les infrasons. Ça, ton oreille, elle ne les entend pas. Et au-dessus, au-delà de 20 kHz, on va avoir ce qu'on appelle les ultrasons. Ça également, tes oreilles, elles ne les entendent pas. Quand tu es dans la plage des sons audibles, vers le bas des sons audibles, donc autour des 20 Hz, entre 20, 50, 100 Hz, là on a ce qu'on appelle les sons graves, et plus on se rapproche des 20 kHz, donc des 20 000 Hz, plus on a des sons aigus. Alors attention, cette vision elle est extrêmement simplifiée, tu t'en doutes. Alors déjà ça varie d'une personne à l'autre, parce que déjà il y a des personnes qui sont malentendantes, et puis même sans parler de personnes malentendantes, plus on vieillit, moins on va entendre les aigus par exemple. Mais c'est même pire que ça, en général on peut même avoir une asymétrie entre les oreilles. Par exemple on peut avoir une oreille qui va moins bien entendre les aigus alors que l'autre elle va mieux les entendre. Enfin bref, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu vois à l'écran. Ce que tu vois à l'écran c'est un cadre général, mais ce n'est pas une règle absolue. Et enfin pour terminer avec les sons, on doit voir comment notre oreille perçoit les niveaux sonores. Autrement dit, est-ce qu'un son est fort ou pas ? Pour ça, on a deux nouvelles notions. L'intensité, ça tient compte de la source du bruit, et c'est une échelle linéaire. Donc si on double l'intensité, on a doublé le bruit au niveau de la source. Et le niveau sonore, ça tient compte de la perception par l'oreille, et ça c'est une échelle logarithmique. Et l'unité, c'est en décibels.
Pourquoi une échelle logarithmique? Parce qu'un son d'une intensité sonore 2 fois plus grande ne sera pas entendu 2 fois plus fort par ton oreille. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si tu as, par exemple, un scooter devant chez toi, et que tu mets un même scooter d'exactement même modèle juste à côté et que tu le démarres, le bruit que tu vas entendre, il sera pas 2 fois plus fort. Il sera un peu plus fort, mais pas 2 fois plus fort. Ça fait qu'on peut placer les sons qu'on a autour de nous sur une échelle de niveau sonore, qui va grosso modo de 0 décibels à 140 décibels. 0 décibels, ce sera en quelque sorte le son le plus bas que tu pourras entendre, donc en dessous de ce seuil, t'as aucune chance d'entendre le son. Et 140 décibels, en quelque sorte, ça serait le son le plus fort qu'on pourrait créer. Entre 0 et 60, on aurait ce qu'on appelle le repos. Autour de 60 décibels, on a par exemple une conversation entre deux personnes à un volume sonore à peu près normal. Entre 60 et 90, on a la zone de la fatigue pour l'oreille. Donc plus on se rapproche des 90, plus ton oreille commence à fatiguer en restant exposée longtemps à ces niveaux sonores. Entre 90 et 120 décibels, là ça commence à devenir un petit peu dangereux pour ton oreille. Et entre 120 et 140 décibels, là ça commence à devenir carrément douloureux pour ton oreille. Là tu ressens carrément une douleur physique à être exposé à ces niveaux sonores. Pour te donner un petit seuil, 120 décibels, c'est t'es à côté d'un avion qui est en train de décoller. C'est pas rien. 140 décibels, t'es à côté d'une fusée qui est en train de décoller. Bon, ok, dans ce cas-là, ton oreille, c'est le moindre de tes soucis. T'as d'autres problèmes plus urgents à régler. Et finalement, on va passer la majorité de notre vie avec des niveaux sonores entre 30 et 100 décibels. 30 décibels, ça serait une nuit très calme à la campagne, et 100 décibels, ça serait un concert par exemple. Mais ça représente tout de même un écart d'intensité sonore de l'ordre de 10 millions. C'est tout pour cette vidéo, si tu as apprécié, fais-le moi savoir en commentaire, mets un pouce bleu, abonne-toi, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.